Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan des 8 livres de la rentrée littéraire que j'ai pu lire depuis début août. Je viens vous présenter donc mon avis sur ces 8 livres, sachant qu'il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a de l'excellente lecture, je vais d'ailleurs terminer par un coup de cœur, et il y a une déception, c'est celle qui a provoqué d'ailleurs le retard de cette vidéo, qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à lire pendant un certain temps. Donc voilà, je viens vous parler de ces 8 livres et c'est parti. Parmi la large sélection des sorties de la rentrée littéraire, j'ai pris du temps pour choisir des livres qui me tentaient le plus. Donc j'ai choisi des livres, premièrement, de maisons d'édition que j'aime énormément. Donc vous allez voir qu'il y a 2-3 de mes maisons d'édition préférées. J'ai aussi choisi des titres plus originaux ou des titres qui me tentaient particulièrement pour leur résumé, bien évidemment. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, que c'est assez varié. Je tiens à préciser que la plupart des livres, je les ai demandés aux maisons d'édition pour les avoir à temps, pour pouvoir vous présenter cette vidéo, non pas en avril 2028. Voilà, donc je les ai demandés bien à l'avance. Donc sachez que ce sont tous des services de presse qui m'ont été envoyés par la maison d'édition sous ma demande. Vous me connaissez, je pense, depuis un moment pour savoir que ça ne change pas grand-chose sur la manière dont je vais parler de ces livres, mais je tenais quand même à le signaler. Cette année, j'ai décidé de filmer mes petites chroniques assez peu de temps après avoir lu les livres, puisque je me suis retrouvée l'année passée, par exemple, à faire un bilan lecture de la rentrée littéraire avec un livre que j'avais lu début août et je ne m'en souvenais plus du tout et je vous en ai très mal parlé. Donc cette année, pour éviter ça, j'ai essayé de filmer de temps en temps des petits plans de mes lectures. Donc j'aurai des tronches différentes, des habits différents, mais je pense que ça ne change rien. Et donc je vais vous laisser avec la première lecture que j'ai pu faire pour cette rentrée littéraire qui est célèbre de Maud Ventura. Et je vous retrouve avec cette tête-là et cet accoutrement-là à la fin de la vidéo pour vous présenter une bonne lecture et une excellente lecture. Donc à tout de suite. Je commence ce point lecture consacré à la rentrée littéraire avec le dernier roman de Maud Ventura. Il s'agit donc de Célèbre, publié aux éditions L'Iconoclaste. Si vous avez eu du mal à vous attacher à l'héroïne dans le roman Mon mari de Maud Ventura, je peux vous assurer que vous aurez encore plus de mal à vous attacher au personnage de Cléo dans Célèbre. Cléo, depuis qu'elle a 4 ans, elle sait qu'elle sera célèbre. Elle ne sait pas encore comment ni de quelle manière, mais elle sait qu'elle sera célèbre. On va voir Cléo grandir. Grandir dans un foyer a priori, à première vue, plutôt sain, avec des parents universitaires. Rien qui donne l'impression qu'un jour elle sera célèbre, mais elle, dans sa tête, c'est plutôt clair. Elle sera un jour célèbre, et même pas juste un peu célèbre, méga célèbre, genre la personne la plus célèbre du monde. On va voir ses amitiés se développer. Elle va perdre assez tôt son père. Elle va avoir d'ailleurs une grande blessure à ce sujet. Elle va faire des études universitaires, mais très vite, Cléo, elle n'a pas forcément envie de faire le métier lié à ses études. Elle va devenir libraire et elle va justement commencer à préparer sa future célébrité. Et elle va décider de se lancer dans la musique parce qu'elle trouve quand même qu'elle a du talent, qu'elle a une jolie voix. En plus, elle a une formation voilà, de pianiste et de violoniste depuis son enfance et donc elle sent qu'elle a du talent là-dedans et elle va se lancer et elle va devenir, on le sait assez vite, très très célèbre. Ce livre va donc suivre toute l'ascension de ce personnage, d'un point de vue célébrité en tout cas, cette ascension de chapitre en chapitre. On va voir à quel point ce personnage va se métamorphoser et à quel point Cléo, elle est prête à être célèbre, elle est prête, elle a tout sacrifié dans sa vie, elle a fait tout dans sa vie pour être célèbre. Lors de certains chapitres, Cléo, elle est sur une île déserte parce qu'on sait qu'à un moment dans l'histoire, elle va demander de s'isoler sur une île pour s'éloigner un petit peu de cette célébrité. Donc on sait que suite à toute cette ascension, elle aura besoin de se retirer et on va voir petit à petit qu'est-ce qui va provoquer ce besoin de solitude, de se retirer sur une île déserte. Donc de temps en temps, on a des chapitres aussi sur l'île déserte où elle vit sa petite vie justement sans les réseaux, sans le regard de l'autre,
autre, elle vit seule avec la nature et on va voir le gros changement justement avec sa vie. Cléo, c'est un personnage assez horrible parce que c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'émotions. On voit très vite qu'elle n'a pas de sentiments forcément d'amour, elle n'a pas, à part pour son père qu'elle va perdre très tôt, mais on voit très vite que c'est un personnage qui a très très peu d'émotions, qui a une ambition dévorante et qui surtout n'a aucun problème d'ego. Donc Cléo, elle s'aime et elle sait qu'elle vaut de l'or et que les autres c'est de la gnognotte. Elle méprise beaucoup de personnes et on voit que justement ces caractéristiques de sa personnalité ne font faire que s'accroître. Les autres vont de plus en plus l'insupporter. Son rapport aux autres est hyper problématique. Et il y a du coup là-dedans quelque chose de très drôle. Alors c'est pas toujours facile à lire, de voir à quel point Cléo peut être odieuse avec les autres, mais en même temps il y a quelque chose de très cocasse de suivre ce personnage, de suivre sa méchanceté qui lui semble très logique, qui lui, elle n'a pas l'impression d'être méchante, elle a l'impression d'être logique. Et il y a quelque chose que j'avais retrouvé aussi dans Mon mari, c'est que son fonctionnement, son mode de fonctionnement est tellement naturel pour elle que ça devient presque logique qu'elle soit comme ça avec les gens. Ce n'est pas le cas bien sûr, mais c'est écrit d'une manière qui donne l'impression que Cléo, si elle est méchante avec les gens, que si elle fait ci ou fait ça, c'est qu'il y a une raison et que cette raison est tout à fait logique. Et ça sonne comme une raison logique. Et il y avait déjà ça dans Mon mari, pour des choses qu'elle faisait dans Mon mari qui étaient tellement bizarres et tellement chelous, mais c'était tellement expliqué de manière naturelle, fluide, que ça semblait presque normal en fait, qu'elle fasse ça. Et il y a quelque chose du coup de très malsain chez ce personnage. Je trouve que dans ce livre, tu vois que même avec un personnage qui n'a aucun sentiment, qui est sûr d'elle-même, de son talent, qui n'a aucune incertitude, qui n'a aucun problème d'estime de soi, même si Cléo, elle se fait du mal parfois parce qu'elle se punit quand même, donc tu vois quand même qu'elle a certaines faiblesses et certaines douleurs et certaines incertitudes, mais même avec un personnage comme ça, qui est armé dès le début, qui sait ce qu'elle veut aller jusque-là, même avec un personnage comme ça, on voit que la célébrité, on voit que c'est quelque chose d'invivable en fait. C'est pas quelque chose de sain. Il y a quand même une blessure, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui fait qu'un jour, Cléo, elle a besoin de s'isoler sur une île déserte parce que c'est trop. Il y a certains moments qui montrent que non, ce que tu montres sur le réseau, ce n'est pas la réalité. Et à un moment, Cléo, elle dit « Maman, si tu veux prendre de mes nouvelles, appelle-moi, ne regarde pas les réseaux parce que ce n'est pas la réalité. » Et pour le coup, alors je ne suis pas Cléo, je ne suis pas célèbre, mais pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens parfois et que je pense que n'importe qui ressent dès qu'on est sur les réseaux sociaux. Quand tu publies quelque chose, c'est pas la réalité en fait. Tu publies peut-être à un moment un coucher de soleil sur les réseaux en disant oh quel beau coucher de soleil, mais peut-être que derrière tu es en dépression, tu vas pas bien du tout. Et donc voilà, ça montre aussi l'importance de prendre soin de sa famille, de ses proches et de s'intéresser un petit peu plus que ce qu'il montre sur les réseaux. Il y avait pas mal de messages justement dans le récit autour de la célébrité, du mythe de la célébrité. En même temps, il y avait quelque chose d'assez croustillant de voir comment oui, l'arrière du décor. Je pense que l'autrice s'est beaucoup documentée pour savoir ce qui se passe justement dans ce genre de situation. Quand tu as une grande chanteuse comme ça qui est connue du monde entier, comment ça s'organise, toutes les assistantes qu'elle a plus de vie privée. On voit bien sûr elle trouve ça normal et que c'est normal et tout ça, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est perturbant. Et on voit aussi l'importance de chaque petit métier derrière ces personnes. Si tu chantes devant 200 000 personnes, en fait, derrière, tu as des milliers et des milliers de gens qui te suivent, dont le métier dépend justement. Voilà, donc si toi, tu décides de ne pas chanter, il y a plein de gens qui ne travaillent pas ce jour-là. Et vraiment, j'ai trouvé ce livre très très intéressant d'une certaine manière et je trouve qu'il délivre des messages par-ci par-là à travers un personnage aussi problématique. Il y a quand même beaucoup de messages qui sont laissés. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Ce ne sera pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai apprécié découvrir le personnage de Cléo. Alors le roman de manière générale, je trouve qu'il était un rien long, on a plus de 530 pages, mais par contre l'épilogue je l'ai trouvé un peu court parce que tu as un petit retournement de situation comme elle a pu faire dans Mon mari par exemple, c'est pas le même mais il y a autre chose, il y a quelque chose qui se passe dans l'épilogue qui est très chouette, un choix de l'autrice qui est vraiment super chouette et ça j'aurais voulu savoir un petit peu plus développé, c'est dommage. Et peut-être que la fin sonne un petit peu rocambolesque, mais de toute façon, ce personnage est hyper
particulier. Tu vois aussi les autres qui gravitent autour et qui souffrent de son attitude et tu peux t'identifier justement à l'entourage et par moments, à certaines reprises, je vous rassure, pas tout le temps, mais à certains moments, parfois, je comprenais Cléo. L'autrice a tellement bien manié son truc que Cléo, j'ai fini un petit peu par m'y attacher quand même. Voici mon avis sur 3 autres livres de la rentrée littéraire. Il y a une lecture mitigée, une bonne lecture et puis une déception. Donc c'est parti, je commence avec L'île de Jérôme Loubry, publié chez Calman Levy. C'est un roman policier. Ce livre se passe sur une île et sur cette île, on va découvrir un cadavre, le cadavre d'une jeune fille. C'est le disquaire du village, Benoît, qui découvre le cadavre devant son magasin et quand il la découvre, il est assez effaré puisqu'il se rend compte que la jeune femme en question, c'est Diane. Et Diane, elle est morte déjà, en fait, depuis 5 ans. On a déjà découvert son cadavre, donc c'est vraiment très étrange. Et donc, il s'adresse à la flic qui s'occupe justement de l'enquête. Et donc, c'est très étrange. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'elle est remorte? Enfin, trop bizarre, quoi. Donc, il y a cette temporalité-là dans le livre, mais il y a également 2 autres temporalités. Nous avons une temporalité au cours de laquelle on découvre ce qui est arrivé à Diane. Donc, on va la suivre avec ses amis. Ils se rendent chaque année sur l'île, plus exactement dans un manoir qui est fortement sollicité par ses amis parce que ce manoir est magnifique, il y a une ambiance qui s'en dégage. On suit donc ce groupe d'amis, on suit Diane et on voit que Diane, elle a une connexion avec l'île, elle a une connexion avec le manoir et on sait que le moment qu'elle préfère dans l'année, c'est l'été quand elle va sur cette île avec ses amis dans le manoir. Mais on voit que Diane, elle a un profond mal-être, elle va pas bien. On le sent, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sent qu'elle doit prendre des médicaments. Son frère, qui fait partie du groupe d'amis, la soutient, essaye qu'elle aille mieux, mais ça va pas. On sent que ça va pas. Et donc, on suit ces personnages qui boivent de l'alcool, qui se droguent, qui ont des relations très tumultueuses les uns avec les autres. Et on sait irrémédiablement que Diane va mourir, puisqu'on a la découverte du cadavre. Donc ça, c'est la 2e temporalité. Et nous avons une temporalité qui se passe après le décès de Diane. Ça se passe, je crois, 1 ou 2 ans après. Les amis retournent sur l'île parce que c'est la dernière fois qu'ils ont l'occasion de retourner dans le manoir. Et ils emmènent avec eux le petit ami de Diane. Et on sent que le petit ami de Diane, bon déjà il est vraiment hyper déprimé, ça va pas du tout, enfin vraiment, il est vraiment malheureux. Et on sent que ce petit ami se pose des questions sur la mort de sa chérie parce qu'il ne sait vraiment pas ce qui s'est passé et il attend justement des réponses. Donc nous avons ces 3 temporalités. On essaie donc d'une part de comprendre comment Diane est décédée, d'une autre part comment ça se fait que Diane est morte une 2e fois, et encore cette autre temporalité avec les amis qui se retrouvent après le décès et on voit à quel point ça les a ravagés, ça les a anéantis ce décès de Diane. Et donc on a ces 3 temporalités qui se mêlent dans le récit d'une manière assez habile. La temporalité est marquée par des sigles en rapport avec la musique, en tout cas en rapport avec un enregistrement. Donc nous avons le signe play. Quand c'est le présent, nous avons le signe pause, nous avons le signe retour en arrière, on rebrousse chemin et puis on va plus loin. Enfin, c'est vraiment bien fait. Au niveau de la temporalité, c'est assez original. La musique a son importance, il y a beaucoup d'extraits justement de chansons. Justement, le choix des musiques, le disquaire a une certaine importance puisqu'il va conseiller des musiques aux protagonistes. Ces musiques vont réapparaître au cours de l'enquête. Donc voilà, ça va avoir une certaine importance. Alors globalement, c'est une lecture plutôt mitigée pour ma part, même si l'ambiance était très chouette. Effectivement, l'ambiance sur cette île, un petit peu oppressante, on se rend compte que les gens cachent des choses, qu'il y a quand même un grand mystère sur cette île. Même si l'ambiance était chouette, même si les différentes temporalités étaient intéressantes, même si la typologie, enfin l'utilisation des caractères justement pause, play, enfin tous ces trucs-là étaient originaux justement dans la construction. Même si globalement les révélations étaient sympas, mon avis est plutôt mitigé parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages et à l'histoire. Je trouve qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas assez approfondis, qui auraient pu avoir plus d'importance. Même Diane, en fait, je pensais qu'on allait beaucoup plus creuser ce personnage et au final, j'ai été déçue par le développement des personnages. Globalement, tous les personnages, en fait, même le personnage de Laurie, qui est l'enquêtrice, si elle s'appelle bien Laurie,
Je pensais qu'on allait un petit peu plus creuser et je me suis pas du tout attachée, enfin vraiment, alors que c'est des personnages qui auraient pu être très très intéressants. Un manque d'attachement aux personnages et même un manque d'attachement à l'histoire. Il y a des parties, il y a des temporalités qui m'intéressaient pas du tout, notamment la temporalité autour de Laurie. Aussi chouette soit-elle, moi, elle m'intéressait pas forcément, je voulais retourner dans le passé. Donc il y a, globalement, c'est plutôt la temporalité quand Diane est en vie qui m'intéressait et c'est pas ce qu'on retrouve tout le temps du récit, donc il y a beaucoup de moments où je me suis un petit peu ennuyée. J'ai encore réfléchi depuis le dernier vlog où je vous ai parlé de cette lecture, je sais pas exactement identifier ce qui m'a manqué dans le récit, mais peut-être une histoire de cohérence, de choses un peu rigolotes par rapport à l'enquête de Laurie qui embarquait Benoît dans son enquête alors que c'est un témoin. Enfin, il y avait des moments rigolos où il cherchait un endroit où entreposer un cadavre et tout d'un coup le restaurateur, on demande au restaurateur de mettre le cadavre dans son restaurant et puis le cadavre disparaît. Il y a des trucs un peu extravagants comme ça dans ce livre qui m'ont fait sourire à plusieurs reprises et voilà, donc globalement des histoires de cohérence par-ci par-là, le manque d'approfondissement de certains personnages. En tout cas, moi j'aurais voulu que certains personnages soient plus approfondis, même Diane en fait, qui est un des personnages principaux, j'aurais voulu qu'on creuse encore un peu plus ce personnage. D'habitude, avec Jérôme Laubry, je suis plutôt ravie, en fait, après ma lecture, parce que je passe un bon moment, j'ai des chouettes révélations. Et ici, même les révélations, c'était chouette, mais ça m'a pas non plus embarquée. Ouais, j'en ressors plutôt mitigée de cette lecture. C'est pas un mauvais livre du tout, hein. C'est juste que il m'a manqué ce quelque chose qu'il y avait, par exemple, dans Les Refuges. Donc voilà, globalement, mon avis sur L'île de Jérôme Laubry, qui m'aura beaucoup moins plu que ces autres romans que j'ai pu lire. Mais je ne vais pas abandonner avec cet auteur, hein, parce qu'il y a encore le 12e chapitre que je dois lire, qui me tente beaucoup, et je pense qu'il y a encore un autre livre que je n'ai pas lu, et je lirai ces prochains avec plaisir, hein. C'est juste que celui-là, ça l'a pas trop fait. Ensuite, je viens vous parler d'une lecture très très différente des éditions Nami. Il s'agit du dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakataki. Alors c'est un roman très particulier. Je vais aller sortir ma petite chronique puisque c'est la première fois que j'en parle en vidéo. Alors dans ce livre, on va suivre un récit très très introspectif d'un personnage féminin qui a plus de 75 ans et qui se retrouve seule chez elle quelques années après la mort de son mari. On est vraiment dans ses pensées tumultueuses, elle se parle à elle-même, il y a beaucoup de personnages dans sa tête qui se parlent les uns avec les autres. Un roman donc très intime et très introspectif dans lequel on passe beaucoup de temps dans la tête de ce personnage. Donc ça, il faut le savoir en le lisant parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'action. Bon, en général, dans les livres chez Nami, tous ceux que j'ai lus, en tout cas, c'est souvent assez lent, assez introspectif. C'est un petit peu aussi la ligne de conduite de cette maison d'édition. Ce sont des récits de l'intime, et ici, on est vraiment dans l'intime, puisqu'on passe beaucoup de temps dans la tête de ce personnage. Cette héroïne, Momoko, qui se parle à elle-même. On va passer beaucoup de temps à revenir dans le passé. Donc, il y a quelque chose de très nostalgique dans cette lecture. C'est un roman qui a un petit peu l'aspect d'un rêve. On ne sait pas exactement où l'autrice va en venir, mais on se laisse embarquer dans justement les tumultes de son esprit. C'est vraiment écrit au rythme des pensées de cette vieille dame. C'est pas une lecture linéaire, c'est vraiment un récit avec de nombreux tours et détours. On rebrousse chemin, on avance de nouveau, on se perd, mais tout ça, tout ce chemin justement nébuleux va vers une lumière. Donc ces pensées qui se mélangent donnent lieu à une fin qui nous serre le cœur. Je sais que c'est pas un livre qui va plaire à tout le monde parce que véritablement il se passe pas grand chose. En fait, il se passe rien en tant qu'action, à part un moment où elle va faire une promenade, mais cette promenade est très importante dans les livres. Donc si vous aimez les récits introspectifs, si vous aimez passer du temps dans la tête de personnages qui se posent beaucoup de questions, qui répondent eux-mêmes à leurs propres questions, qui reviennent dans leur passé, qui essaient de comprendre pourquoi ils ont agi de telle ou telle manière, je pense que vous allez l'aimer. Mais c'est vrai que si vous cherchez de l'action, c'est pas le livre qui vous conviendra. C'était une lecture très nébuleuse la plupart du temps, mais j'en suis ressortie vraiment en souriant et avec le cœur serré. Donc voilà, c'était une expérience de lecture très originale, très difficile à décrire, vraiment l'impression d'avoir lu un rêve de quelqu'un, en fait, un rêve éveillé.
Et c'est très touchant en même temps, c'est très sensible. Il y a des moments où je me retrouvais fort dans ce personnage et des moments beaucoup moins, parce que voilà, je n'ai pas cet âge-là, je n'ai pas son vécu. Et en même temps, je pensais à mes propres grands-mères. Et vraiment, j'ai été très touchée par cette lecture. Voilà. Et alors, le troisième livre de cette présentation aujourd'hui, c'est La princesse des âmes d'Alexandra Christo, publié chez De Saxus, qui pour le coup est vraiment une déception. J'avais lu Le Royaume assassiné de cette autrice, c'est pour ça que j'ai demandé ce livre en fait, parce que je me disais que j'allais beaucoup aimer, parce que j'avais fort apprécié Le Royaume assassiné, qui était dans le même univers, même si, bon, je l'ai lu il y a longtemps, donc j'ai pas vraiment reconnu l'univers. Et dans Le Royaume assassiné, nous avions des sirènes. Ici, c'est pas du tout avec des sirènes. Donc on est ici avec une jeune fille qui est l'héritière d'un royaume. Elle est censée hériter d'un pouvoir terrible, qui est le pouvoir de collecter les âmes. Donc sa mère a ce pouvoir horrible et elle est mariée au roi de ce royaume, le roi qui est extrêmement machiavélique et qui lui se sert de toutes ces âmes, des âmes de tous les habitants décédés pour assurer son immortalité. Donc à chaque fois que quelqu'un meurt, eh bien, la sorcière collecte les âmes et va nourrir son époux de cette âme pour qu'il soit un peu plus fort à chaque fois. Donc il est de plus en plus immortel, de plus en plus difficile à vaincre. Donc c'est un personnage très machiavélique, hein, ce roi. Son épouse n'a pas l'air très bienveillante non plus. Et l'héroïne qu'on va suivre, c'est Célestra. Et elle, on sent qu'elle se rebelle un peu contre tout ça. Elle n'a pas du tout envie de devenir l'héritière et d'avoir ce rôle épouvantable. Le livre commence avec un moment important dans l'année où il y a 200 personnes du royaume qui vont venir dans le palais pour avoir une prémonition, pour recevoir une prémonition. Et c'est Célestra qui va donner justement, qui va avoir la prémonition, qui va devoir dire le destin de ces gens. Je vous laisse un petit peu découvrir la suite, mais en gros, on suit le personnage de Célestra, qui est effarée par ce pouvoir qu'elle a, qui est vraiment terrible. Et on suit parallèlement Nox, qui est un soldat, qui lui est opposé justement à ce roi. Et comme il est bien placé dans le royaume, il va arriver pour demander une prémonition. Et donc, on va voir que son destin va être différent des autres personnages. On va suivre donc les deux protagonistes en parallèle. Et très tôt, vont se rencontrer. Et très tôt, on va voir qu'il va y avoir une romance. Alors, honnêtement, de cette lecture, ce que j'ai préféré, c'est la romance. Et vous allez rire si vous me connaissez, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de préférer une romance à un univers fantasy. Quand je lis de la fantasy, moi, c'est pour lire de la fantasy, à moins de lire de la romantasy. Alors oui, je ne l'ai pas lu pour sa romance, je savais qu'il allait en avoir une, mais moi, je l'ai lu justement pour l'univers qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, au final, je n'ai retenu que la romance parce que l'univers, je trouve qu'il était vraiment pas bien présenté. J'ai eu beaucoup de mal avec cet univers. Globalement, ce que je peux retenir de cette lecture, c'est que l'univers n'était pas du tout assez approfondi. Ça manquait sérieusement de densité, que ce soit d'ailleurs dans l'univers et chez les personnages. Les personnages n'avaient pas beaucoup de substance. C'était difficile de se les imaginer, tous les personnages, non seulement les héros, mais aussi les protagonistes qui tournaient un petit peu autour d'eux. C'était difficile de se les imaginer parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de substance dans leur description. J'avais beaucoup de mal à les visualiser. Et donc forcément, j'avais aucun attachement à eux, il pouvait leur arriver plein de choses, je m'en fichais complètement. Voilà, les personnages qui manquaient vraiment de substance, là ça rejoint un petit peu mon avis sur l'île de Jérôme Loubry, c'est un peu pareil en fait. Sauf que je trouve qu'ici c'est encore plus important dans un univers de fantasy, parce que c'est les personnages qui... Oui, l'univers, on le découvre dans leurs yeux, donc forcément, on a besoin d'avoir des émotions, et là, je n'en avais aucune, vraiment. Ces personnages manquaient de substance, de densité, et je ne sais absolument pas à quoi ils ressemblaient. Je ne sais pas, je ne peux pas les identifier. Et tout manquait de densité dans ce récit, et l'univers était vraiment pas original, et j'avais vraiment du mal à comprendre les pouvoirs de l'héroïne. C'était vraiment, pour moi, pas une bonne lecture. D'un point de vue roman de fantasy, vraiment l'univers aurait pu être intéressant s'il avait été beaucoup plus développé en fait. Je pense qu'il y avait des bonnes idées, c'est juste que c'était pas assez développé. Voilà, et de nouveau, ça doit être comme pour le Jérôme Loubry, mais pour le coup, c'était beaucoup plus fort ici, ça manquait de cohérence dans les interactions des personnages, quoi. On a un personnage masculin qui est censé détester l'héroïne, et on a l'impression que ce sont des ados qui se chamaillent. Alors oui, ils ont 16 ans, on est d'accord, il y a une certaine immaturité chez les personnages, mais quand même, on a ce personnage Nox qui veut se battre pour son royaume, qui veut se battre pour se débarrasser du roi, et on voit qu'il déteste Célestra, sauf qu'en fait,
fait, ils se chamaillent comme des adolescents, quoi. Donc, il n'y a pas cette haine viscérale qu'on est censé ressentir, on la ressent pas du tout, quoi. Et donc, comme je vous dis, la seule chose qui ressort pour moi de cette lecture, c'est la romance qui était plutôt mignonne. Et c'est vraiment la chose à laquelle je me suis raccrochée pour continuer ma lecture. Vraiment, globalement, la romance était mignonne. Mais c'est vraiment la seule chose que je retiens de cette lecture et c'est vraiment dommage. Je suis quand même assez déçue par cette lecture. Donc, bon, voilà, tant pis, hein, il fallait bien qu'il y ait une déception dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour la chronique du jour et à tout de suite. Je viens ensuite vous parler des Beaux et des élus de Niveau, publié aux éditions La Talente. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce que c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir. Alors ici, avec les Beaux et les élus, il s'agit d'une réécriture de Gatsby. Une réécriture avec une petite touche de fantastique, une réécriture un petit peu plus moderne, avec justement des idées un petit peu plus modernes. Une réécriture pleine de sensualité, d'onirisme et de quelque chose, d'une atmosphère un petit peu envoûtante, ensorcelante. Alors avant de chroniquer le livre, je tiens à dire quand même que c'est important de connaître l'histoire de Gatsby. Je pense que c'est une énorme plus-value parce qu'on va voir comment l'autrice va réécrire cette histoire. On va voir tout ce qu'elle va y ajouter, qu'elle va enlever, tout ce qu'elle va transformer, justement la modernité qui va se rajouter. Parce que je vous avoue que mon bagage à ce niveau-là, c'est que je n'ai pas lu le livre de Gatsby et j'ai vu le film il y a des années. Et quand j'ai commencé ma lecture, vraiment j'étais perdue. Je comprenais pas où on allait, il y avait justement cette ambiance un petit peu fantastique, mais c'est tellement écrit de manière tellement métaphorique que j'étais même pas sûre qu'il y ait du fantastique. Je me demandais si c'était des images ou pas, et j'ai fini par comprendre que oui, il y a une petite touche de fantastique. J'étais un peu perdue au début par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, je savais pas qui était cette Jordan Baker alors que c'est un personnage de l'histoire en fait. Et donc j'étais perdue pendant la première partie, et puis en fait j'ai regardé la chronique de Cornelius, qui disait justement l'importance d'avoir lu le livre ou de connaître l'histoire, et donc je me suis dit que j'allais, alors j'ai pas eu le temps de revoir le film, mais j'allais au moins me relire un résumé spoilant de Gatsby. C'est ce que j'ai fait, de re-regarder la bande-annonce pour me rappeler de trucs. Je me suis donc effectivement rappelé de Jordan Baker, qui est un personnage plutôt secondaire dans l'histoire, qui est la meilleure amie de Daisy. Tout ça j'avais oublié, donc c'est important je trouve de le connaître, et si vous avez lu le livre, je pense que c'est encore mieux. Voilà. Du coup, en ayant ce petit update alors que j'étais à la page 30, ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre les chemins qu'a pris l'autrice. Déjà, le personnage de Jordan Baker, bah, ici c'est un personnage principal, alors que dans Gatsby c'est un personnage très secondaire. Et si elle lui a donné une vraie identité, elle lui a donné une voix, elle lui a donné une histoire hyper intéressante. C'est une jeune femme vietnamienne, d'origine vietnamienne, qui a été adoptée par une famille américaine. C'est un personnage très intéressant à suivre, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé aussi la petite mythologie, on va dire, qui s'est installée dans le récit par rapport au pouvoir de papier. Donc au début je pensais que c'était très métaphorique, et c'est peut-être très métaphorique, mais on développe un certain pouvoir qu'aurait notre héroïne avec des ciseaux et du papier. Elle sait créer des choses avec des ciseaux et du papier, et c'est vraiment très très beau, c'est très joli, c'est effectivement plein d'images, mais j'ai bien aimé tous ces petits côtés-là, tous ces côtés fantastiques qui au début me déstabilisaient. Pour finir, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'atmosphère, à l'ambiance. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est le personnage de Jordan, qui est vraiment hyper intéressant. J'ai pas vraiment accroché au personnage de Gatsby, mais de toute façon dans le film je n'aimais pas ce personnage non plus. J'ai pas forcément accroché au personnage de Daisy, mais c'est vraiment des personnages comme ça, tellement lointains par rapport à notre monde, enfin tellement difficile de s'identifier à ces personnages. Enfin, c'est vraiment des personnages de film, c'est des personnages qu'on met sur un piédestal, mais c'est pas du tout des personnages palpables qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, donc ils sont tellement lointains pour moi que j'avais du mal à m'y attacher. Le personnage de Nick était plutôt sympa, il y a un petit truc sur la fin qui est très très chouette avec ce personnage justement. Ça c'est pour les personnages. Je trouve qu'au niveau du texte c'était extrêmement beau, superbement traduit. Je me suis demandé plusieurs fois si c'était pas écrit en français au départ, mais non, en fait c'est une traduction et c'est vraiment très très beau. Les décors étaient extrêmement bien retransmis. Visuellement on peut vraiment bien se représenter, c'est très très fidèle justement, moi à l'image du film que j'avais eu, mais j'imagine du coup au roman, j'en sais rien. C'était hyper intéressant de parler de thématiques abordées qui je pense ne sont pas présentes dans Gatsby le Magnifique, puisqu'ici on va parler notamment de racisme. Il y a un personnage qui est hyper raciste, Tom, c'est un personnage
qui est assez problématique et qui justement ici va parler de son avis hein, sur les étrangers qui vivent dans son pays. Enfin vraiment, c'est assez dur à lire pour certains aspects et c'est hyper intéressant la manière dont les personnages réagissent à ce sujet et le personnage de Jordan est un personnage tellement intéressant. J'ai beaucoup aimé la réappropriation de cette histoire, j'ai trouvé ça très original. En même temps, c'est très fidèle à l'histoire de par son ambiance. En même temps, il y a quelque chose effectivement de très unique dans cette histoire, dans cette réécriture. Il y a quelque chose, une vraie identité. C'est pas juste une réécriture, c'est vraiment une réappropriation de cette histoire d'une manière très maligne. Ça sonne tellement naturel, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est l'histoire de base en fait. Et j'ai vraiment préféré cette histoire au film que j'ai pu voir. Et je vous avoue, j'ai pas forcément envie de lire le livre de base. Donc voilà, pour moi c'était une très bonne lecture, même s'il y a beaucoup de moments un petit peu flous pour moi dans ma lecture, même si j'ai pas forcément accroché au personnage de Daisy ni Gatsby. J'ai beaucoup aimé Jordan Baker, j'ai beaucoup aimé les sujets abordés et donc ça a été une bonne lecture pour ma part et je lui ai mis, je pense que c'est une de mes 5 meilleures lectures de cette vidéo. Ensuite, je viens vous parler du seul graphique de cette sélection puisque j'avais demandé aux éditions Sarbacane le livre Happy Endings de Lucie Brion et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça a été une excellente lecture. Dans mon top 3 des meilleures lectures, même si vous n'avez pas vu toute la vidéo, dans mon top 3, eh bien, il y a celui-là et il y a un dont je parle à la fin de la vidéo. Vraiment, Happy Endings, ça va proposer plusieurs histoires. D'ailleurs, je ne vais pas les résumer parce que justement, j'en savais pas grand-chose. Je savais pas que ça allait être plusieurs petites histoires et j'ai été surprise parce que c'est 3 histoires très différentes mais qui terminent bien. Voilà, donc on sait qu'on va avoir une happy ending où il y a un côté très réconfortant, très cocooning. Alors ce livre avait été présenté par plusieurs lecteurs, lectrices en disant que c'était très similaire dans le sens réconfortant de la même manière que Ira Yasumi. Alors c'est pas du tout la même chose parce que je pensais vraiment que l'histoire allait aussi ressembler mais pas du tout. Mais par contre effectivement le sentiment de bien-être que tu as en lisant cette lecture est très présent et je l'ai lu ce matin en fait, dimanche matin et ça m'a fait énormément de bien. Donc il y a 3 histoires extrêmement originales je trouve, des histoires que j'ai vues nulle part. Il y a une des histoires qui pourrait rappeler Tokyo Alien Bros, il y a une histoire qui m'a vraiment énormément touchée et la première histoire c'est l'histoire la plus courte que j'ai le moins aimée globalement, mais vraiment si vous avez besoin de réconfort, je pense que vraiment ça peut être une chouette lecture. Ce qui est chouette aussi c'est l'identité graphique qu'il y a dans ces histoires parce que je trouve que c'est très différent, on dirait presque que c'est une dessinatrice différente pour les 3 histoires. Vraiment, l'identité graphique de ces 3 histoires est très différente. Et du coup, ça rend ce recueil hyper riche. Il y a un petit lien entre les histoires que vous verrez à la toute fin. Mais vraiment très beau et très innovant, je trouve. Et vraiment très doux et réconfortant. Donc je peux pas vous en dire plus parce qu'effectivement, j'ai eu une surprise moi en découvrant les histoires et je pense que c'est important d'avoir cette surprise là, donc essayez d'en savoir le moins possible et juste profitez quoi d'un bon moment si vous avez besoin de réconfort. Pour le coup effectivement ça fait le même effet qu'Irayasumi, ça vous donne le sourire et en plus il y a une fin et en plus elle est heureuse. Donc voilà, que demander de mieux? Je vous retrouve donc pour clôturer avec les 2 dernières lectures dont je dois vous parler. Il s'agit d'une très bonne lecture ainsi qu'une excellente lecture qui est assez proche du coup de cœur, je dois dire. Alors le premier du livre, il s'agit d'un roman contemporain publié aux éditions Robert Laffont. Celui-là, je l'ai choisi vraiment pour son résumé qui me tentait infiniment. Il s'agit de Propre d'Alia Trabuco Zeran. C'est un roman dont le résumé n'est pas sans rappeler celui de Chanson douce de Laila Slimani, mais je vous rassure que c'est vraiment très différent. C'est un roman chilien traduit de l'espagnol qui se passe d'ailleurs dans le sud du Chili. On va rencontrer Estela qui devient employée de maison pour une riche famille. Elle est employée pour s'occuper d'un petit bébé. En tout cas, quand elle est engagée, le bébé est sur le point de naître. Et elle est également engagée pour bien nettoyer la maison. Donc elle est vraiment oui, domestique pour cette maison. Elle s'occupe à peu près de tout. Quand elle est engagée, on sait que elle n'a pas forcément l'habitude avec les enfants, ni même avec les bébés. Visiblement, ses patrons ne s'inquiètent pas trop et donc elle est engagée. Et donc on va suivre cette histoire sous sa narration, c'est écrit en jeu. Et donc elle nous parle de sa vie professionnelle pendant 7 années durant lesquelles elle va voir grandir la petite fille, elle va s'en occuper, elle va en fait l'éduquer en grande partie. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose puisqu'il y a des chapitres de temps en temps où Estela s'adresse à
un public qu'on ne connaît pas. On ne sait pas trop où elle est, on sait qu'elle est dans une pièce où il y a potentiellement des gens qui l'écoutent derrière la porte. Cette situation nous donne l'impression qu'elle est enfermée là et qu'elle est coupable ou suspecte pour un événement tragique qui s'est passé. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait juste qu'il y a un drame. Et voilà. Alors, c'est un livre qui est très difficile à chroniquer, je vous avoue, parce que quand j'en suis sortie, je ne savais pas trop situer mon avis. Je sais que j'avais passé un bon moment globalement, hein, puisque j'étais prise dans ma lecture avec une héroïne pas toujours facile à suivre. Par moments, j'étais fort attachée à l'héroïne, vraiment, j'étais révoltée par la manière dont on la traitait, et par moments, elle avait des comportements un peu particuliers. Et comme toute l'histoire est vue à travers ses yeux, il y a quelque chose de très prenant puisqu'on ressent son injustice dans la manière dont elle est traitée, on ressent aussi sa faiblesse, on ressent sa relation avec sa mère, on ressent tous les moments justement où elle est fébrile, où elle va pas bien, enfin voilà, donc on est vraiment avec elle du début à la fin, donc il y a quelque chose de très prenant, même si on sait plus ou moins vers où va le livre, on ne sait pas trop quel chemin il va prendre et effectivement on pense qu'il va se passer telle ou telle chose et puis ça prend d'autres chemins, on est surpris par moments. Alors c'est un des rares livres de cette rentrée littéraire que j'ai pu lire pour lequel je peux vous dire que sa structure et sa longueur étaient parfaites. Je trouve pas qu'il aurait pu être plus long avec plus d'explications, non, pas forcément, et il n'aurait certainement pas dû être plus court, donc je trouve pour le coup que la longueur était parfaite, ce qui est assez rare. En fait, je me rends compte que je suis vite frustrée, ou ici en fait non, je n'étais pas frustrée, c'était la longueur idéale je trouve pour ce livre. Je pense que il ne faut pas lire ce livre en attendant absolument une résolution parce que le final pourrait être un petit peu décevant. Effectivement, c'est une fin qui part un petit peu en cacahuète et puis pour finir, c'est un petit peu décevant cette fin, donc je ne pense pas qu'il faille... Je pense pas qu'on doit lire ce livre en attendant une révélation ou quelque chose comme si on lisait un thriller. On est vraiment sur un roman contemporain, on va s'attacher à ce que ressent cette héroïne et je pense que le plus important c'est le chemin, toutes les difficultés que peut endurer Estella, c'est ça qui était beaucoup plus important et la responsabilité du drame de la fin du récit n'est pas le plus important pour moi. Donc de savoir ce qui s'est passé, quand, quoi, qui, comment, c'est pour moi pas le plus important, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant qui est hyper important. Et donc voilà, il ne faut pas s'attendre à un thriller, on n'est pas sur un thriller je trouve, on est vraiment sur un récit plus humain, plus intime du coup, avec un personnage pas toujours facile à suivre et à comprendre, notamment c'est un personnage qui peut manifester une certaine cruauté, notamment envers les animaux, donc voilà, c'est pas aussi un roman facile à lire. Je trouve qu'il n'est pas du tout similaire à Chanson douce de Laïla Slimani, on est vraiment sur quelque chose de très différent, alors que ça pourrait, hein, les histoires ressemblent un petit peu, mais j'ai lu les deux, c'est vraiment une ambiance complètement différente. J'ai passé un bon moment de lecture, c'est une bonne lecture, mais ce ne sera pas le livre que je vais le plus retenir de toutes mes lectures de cette rentrée littéraire, je pense. Je pense que si je dois faire un top 8, il sera, je pense, 5e ou quelque chose comme ça. Donc voilà, comme ça vous savez pour mon avis sur Propre de Alia Trabuco Zeran. Et ensuite je vais clôturer en fait mon avis sur ces livres avec un livre que j'ai lu en liseuse. Et comment vous dire que c'est une de mes meilleures lectures, si pas la meilleure de cette sélection de la rentrée littéraire. Il s'agit donc de Conjuration de Bleuhen Guilou. C'est un roman qui se passe pendant l'Empire romain. C'est forcément, en tout cas, influencé par l'Empire romain et ça se ressent très fort de par les décors, de par les personnages, le nom des personnages. Enfin voilà, on est vraiment sur une ambiance. On peut un peu imaginer que ça se passe du temps, par exemple, de Jules César, pour les habits, pour voilà, tout ce qu'il y a autour de cet univers. Donc c'est un univers dans lequel on va rencontrer Livia. Livia, on va la rencontrer alors qu'elle est toute petite. On la rencontre au tout début du récit, dans une introduction macabre dans laquelle sa famille va se faire massacrer par l'Empire romain justement, enfin l'Empire Urps, qu'on appelle l'Empire Urps. Donc, son père se fait trucider et elle est prise en otage. Et puis, après cette introduction, on retrouve Livia pendant une course de chars. Et Livia, elle fait partie de la loge royale.
donc la loge impériale plus exactement, puisqu'en fait elle est otage et on sait qu'elle a un petit peu gravi les échelons des otages, si j'ose dire, et elle a tissé des liens avec le fils de l'empereur et elle est devenue la fiancée du fils de l'empereur, donc Caius, qui est très important dans cette histoire. Et donc on sait que Caius et Livia vont se marier prochainement, l'empereur est d'accord. Il est pour ce mariage qui est assez politique puisque Livia c'est quand même la fille d'un grand représentant d'une région qui a été annexée par l'Empire Ourps, si je me souviens bien. Et donc il y a quand même un enjeu politique à ce mariage, même si Livia était effectivement une otage. Et donc Livia c'est une jeune femme qui est bien vue par Caius, son fiancé bien évidemment, mais assez mal vue par certaines personnes justement de la famille impériale, notamment sa belle-sœur, sa future belle-sœur Agrippine, qui est la fille de l'empereur, qui l'exècre au plus profond de son être. Enfin, depuis qu'elles sont jeunes, elles se détestent, vraiment c'est très compliqué la relation entre les deux. Et donc l'histoire commence donc dans cette loge avec une course royale et très vite on nous explique que l'empereur ne va pas très bien et qu'il est sur le point de mourir et on se demande s'il n'a pas été empoisonné. Et donc on sait assez vite dans le récit que l'empereur va bientôt mourir et que la succession va être assurée par Agrippine qui est l'aînée de la famille. Sauf que Livia, elle a peur de ça parce qu'Agrippine, en plus d'être un monstre avec elle, elle est surtout monstrueuse, elle a des crises de colère, elle a vraiment peur qu'Agrippine devienne un monstre despotique en tant qu'impératrice. Et donc elle va essayer, grâce à son amant Cassius, elle va essayer d'empoisonner Agrippine et donc elle a une stratégie à long terme pour empoisonner Agrippine, pour qu'elle ne devienne pas l'impératrice, ou en tout cas le moins longtemps possible, et pour que Caius devienne l'empereur. Voilà, c'est un petit peu son but à Livia, c'est se venger, tuer Agrippine, et que Caius devienne l'empereur, puisque Caius, en fait, c'est quelqu'un de très bienveillant. Elle a envie que lui devienne l'empereur parce qu'il aurait des idées, justement, très bienveillantes, très ouvertes. Il aurait justement la possibilité de rendre tous les otages, de les libérer, de donner une certaine justice. Vraiment que Caius soit au pouvoir, pour Livia, c'est hyper important parce que comme c'est quelqu'un de très bienveillant et qui écoute Livia, eh bien, il pourrait mettre en place des solutions justement qui lui permettraient de se venger du meurtre sur sa famille. Voilà, donc c'est très très vite, on est dans des complots politiques. Dès le deuxième chapitre, on sait que Livia est en train d'empoisonner Agrippine. Enfin voilà, c'est quand même assez sombre comme histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, ça c'est le départ du livre et je vous en dis pas beaucoup plus. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, en fait, dès le début, je trouve qu'on est tout de suite embarqué dans cet univers. C'est hyper visuel, c'est hyper intéressant. On est dans cette loge avec les personnages, on les voit très bien avec leurs habits. C'est vraiment très très précis, je trouve, au niveau de la description des personnages, de l'univers. Vraiment, on est tout de suite dedans. Déjà, c'est le gros point positif, c'est l'univers qu'a proposé l'autrice qui est hyper intéressant et hyper bien fait. Ensuite, deuxième gros point positif de cette lecture, et je ne peux m'empêcher d'être un peu, de parler de ce livre un peu en comparaison avec l'autre roman de fantasy que je vous ai présenté dans la vidéo, puisque justement ça manquait de crédibilité, les personnages manquaient de substance. Ici, ce livre avait tout ce que l'autre n'avait pas, c'est-à-dire que les personnages avaient de la substance, ils étaient intéressants, ils étaient assez bien présentés pour qu'on s'y attache, pour qu'on les voit, pour qu'on puisse avoir développé notre imaginaire. Vraiment, les personnages très très touchants. Surtout, je trouve, Livia, 3 personnages en fait, coup de cœur de ce roman. C'est Livia, l'héroïne, qui n'a pas toujours de bonnes décisions, mais c'est inévitable, on s'y attache. Bon, c'est l'héroïne en même temps, vous allez dire. Le deuxième personnage, c'est Caius. Caius, il est attachant au possible. C'est un personnage, c'est le meilleur ami en fait de Livia. Il se confie beaucoup de choses. Ils ne sont pas amoureux, mais ils sont meilleurs amis et ils se connaissent par cœur. Et Caius, il a cette sensibilité exacerbée qui agace Livia. Et donc, à certains moments, on voit que Livia est agacée et en même temps, elle a mal au cœur. Et c'est vraiment très très beau la relation entre Livia et Caius parce qu'elle veut toujours le protéger. Et alors, le troisième personnage que j'ai adoré, c'est le personnage d'Agrippine. C'est un personnage très mauvais, très cruel, mais justement, avec l'ouverture d'esprit d'Olivia, je trouve qu'elle arrive à voir le positif chez Agrippine. Il y a quelque chose de très mature dans la vision que Livia a pour Agrippine. Même si elle déteste Agrippine pour tout ce qu'elle lui fait subir, elle voit bien
que Agrippine a certaines qualités qui lui font elle-même défaut ou qui font défaut à Caius. Et il y a quelque chose de très chouette dans la manière dont Livia voit les personnages, c'est qu'elle voit quand même leurs qualités, même s'ils en ont très peu, elle les voit quand même. Et du coup, justement, nous, on s'imagine mieux les personnages, ils sont plus réalistes. Et donc, la relation entre Agrippine et notre héroïne est celle que j'ai préférée. J'ai trouvé cette confrontation... Il y a un moment dans le livre où ça prend un certain tournant et j'ai adoré vraiment la manière dont cette relation évolue. J'ai un peu moins accroché au personnage de Cassius qui est l'amour de la vie de Livia qui est assez important dans l'histoire mais j'ai un petit peu moins aimé, je l'ai trouvé un petit peu plus fade par rapport aux autres. L'histoire, les complots politiques, c'était riche, c'était intéressant, on était pris dans l'histoire, vraiment, j'ai passé un super moment. Je pense vraiment les gros points positifs, c'est l'univers présenté, la manière, la crédibilité justement de l'univers, que tout se tenait, les personnages donc je disais, et ensuite je trouve que la suite des événements n'était pas attendue. Donc c'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'on pouvait voir venir effectivement, mais il y a certaines choses qui étaient surprenantes dans les choix des personnages, dans le destin de certains personnages. Je trouve qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas des chemins qu'on a vus partout, qui n'étaient pas des retournements de situation qu'on a vus partout. Il y a certaines choses qui étaient vraiment originales. À un moment dans le livre apparaît le facteur magie. Donc il y a quelque chose de magique, je ne vous dis pas comment ni quoi que ce soit, qui apparaît. J'ai moins accroché à toute cette chose-là, toute cette présentation-là, parce que même si on pouvait la voir venir, j'ai moins accroché. Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment ce sera fait dans la suite, parce qu'il n'y a qu'une seule chose que j'attends, moi, c'est la suite de ce récit, et j'étais frustrée à la fin, même si ça se conclut d'une certaine manière. Tu as quand même un retournement de situation qui fait que tu veux absolument avoir la suite, et je pense vraiment que la magie va avoir une très forte importance dans le tome 2. Mais voilà, sachez que c'est pas du roman historique, c'est vraiment du roman qui... Oui, on est plutôt sur de la fantaisie, même si ça prend du temps avant que les éléments magiques soient mis en place. Et ceci dit, malgré ce que je dis sur la magie qui est présentée, que je n'ai pas toujours comprise, ceci dit, j'ai aimé la manière et les personnages qui sont impliqués dans cette magie, parce que c'est pas forcément courant. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'originalité dans ce récit, de par son univers, de par ses personnages, ses retournements de situation, il y a pas mal d'originalité. Et aussi, chose que je dois signaler, c'est que j'ai commencé ce livre alors que je regardais la série House of Dragon. J'ai trouvé une similitude qui m'a beaucoup plu, c'est la relation entre l'héroïne et son mari et l'héroïne et son amant. Parce que dans House of Dragon, nous avons le même lien en fait. À un moment, elle est fiancée à un homme qui n'est pas attiré par les femmes, mais avec qui elle a une très très grande amitié, même si l'amitié est ici plus importante que dans la série House of Dragon. Et elle a une histoire d'amour sur le côté, et donc il y a un côté... très beau en fait dans cette relation que j'ai retrouvée avec plaisir, parce que dans House of Dragon je trouvais pas assez développé, c'est pas du tout la même histoire, la même chose, mais c'était marrant cette similitude des deux choses que je regardais, lisais en même temps, et ça m'a beaucoup plu parce que ouais, c'est des personnages vraiment chouettes et vraiment attachants. Donc voilà, écoutez, je pourrais encore dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là pour pas que cette vidéo soit non plus interminable. J'ai adoré, moi la seule chose que je veux c'est lire la suite, mais bien sûr je vais devoir attendre, bien sûr la pauvre, elle doit écrire, j'imagine elle l'a peut-être déjà en tête, mais elle doit encore l'écrire, le sortir. Je suis un peu triste de l'avoir qu'en e-book, mais peut-être qu'un jour je me l'achèterai si je le trouve en seconde main. Je l'achèterai en format papier pour pouvoir justement le relire avant de lire le tome 2. Et puis j'ai envie de découvrir l'autrice dans d'autres livres. Elle a écrit un autre livre qui a l'air hyper intéressant. Donc voilà, je vais peut-être aller voir ce qu'elle a fait, puisque j'aime beaucoup la manière dont elle présente ses personnages. Et il y avait, oui, pas mal de réflexions qui étaient quand même plutôt modernes par rapport à l'époque qui est censée être représentée. Je trouve qu'il y avait certaines réflexions et certaines propositions qui étaient forcément un peu anachroniques. Mais si on dit que c'est de la fantaisie, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. C'est une preuve qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans un univers, même si c'est censé représenter un petit peu l'Empire romain, on n'est pas censé être dans un univers hyper machiste.
il y a moyen de, même si ça ressemble à l'Empire romain, de mettre quand même en évidence des destins de femmes, de mettre en évidence des jolies valeurs en fait. Par moment, il y a quand même certaines réflexions qui sont mises en évidence par l'autrice. On sent qu'il y a un côté anachronique, mais en fait pourquoi pas, puisque c'est quand même de la fantaisie, et donc voilà, j'avais envie de placer ça là. Écoutez, c'est tout pour ce gros point lecture de cette rentrée littéraire. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Moi, du coup, je vais me lancer petit à petit dans mes lectures de l'automne. Je vais peut-être aussi bientôt craquer pour quelques livres de la rentrée littéraire que je n'ai pas encore en ma possession. Et voilà, je vais continuer ma petite vie de lectrice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!